Voilà, alors comme je vous l'ai dit, un petit corrigé en vidéo de ce TP4. Voilà, donc normalement vous avez sur l'écran Scilab et je vais vous faire le corriger et le commenter en même temps que je le tape. Donc plusieurs exercices sur les suites, sur les listes. Et on va essayer de faire ça tranquillement. Donc la première chose, on nous demande de compléter un programme pour qu'il renvoie une liste constituée des n premiers termes d'une suite, une suite qui nous est donnée. Donc c'est une suite relativement simple à déterminer puisqu'on a directement l'expression de un en fonction de n. Voilà, donc ici bien sûr j'utilise l'éditeur, donc SciNote, pour taper ça, mais ça je pense que ça ne vous a pas posé de problème. J'aurais pu même recopier déjà ce qui était écrit avant. Voilà, mais ça va assez vite. Voilà, et ensuite un disp de U. Ce qui veut dire que, eh bien, il faut commencer, il faut, il faut que la liste soit affichée dans U. Donc ça, c'est ce qui nous est donné. J'ai tout intérêt à commencer par créer une liste vide, une liste que je vais remplir au fur et à mesure, et donc je vais reprendre ma liste U, que je vais compléter. Donc pour ajouter un élément à une liste avec Scilab, on s'y prend de la façon suivante, donc le nom de la liste égale crochet le nom de la liste, virgule, le terme que l'on va ajouter. Et qu'est-ce qu'on va ajouter? Il faut qu'on rajoute UI à la liste, et pour calculer UI, donc je vais calculer avec la formule qui m'est donnée, donc i plus 1 divisé par racine 2 i au cube moins i plus 1. Voilà. Et donc ce faisant, je dois avoir la liste de tous les termes qui s'affichent. Donc le fichier a été sauvegardé, je l'exécute, il me demande n, je donne par exemple n égale 10, et vous voyez que j'ai bien une liste de 10 valeurs de la suite qui est renvoyée. Donc pas de problème majeur normalement pour ce premier exercice. Le deuxième exercice, c'est un petit peu le même, avec quand même quelques variations, puisque là-dedans, vous avez une fonction à la place d'un script avec un input et un disp, et qu'en plus de ça, deuxième chose à modifier, c'est que la suite n'est pas définie de façon explicite, mais est définie par une relation de récurrence. Donc finalement, je vais faire un nouveau fichier, je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple, voilà. Donc on me demande de créer une fonction, la fonction s'appelle grand U, elle doit prendre en entrée U1 qui est le premier terme de la suite, et n, donc le nombre de termes que l'on veut. Je peux reprendre une partie de ce que j'ai fait avant. Donc je vais commencer par créer une liste vide, et cette liste, il va falloir que je la remplisse au fur et à mesure. Alors cela étant, ici, on peut être un petit peu plus malin, parce que la liste, on peut la créer non vide. On connaît déjà le premier élément. Je dois mettre U1 dedans. Alors remarquez que j'ai deux façons de faire. Soit je mets que U c'est la liste qui contient uniquement le terme U1, mais je peux me contenter d'écrire les choses comme ça. Ensuite, je vais faire une boucle. Je vais commencer à calculer les termes à partir du rang 2, puisque j'ai déjà ce qui se passe au rang 1. Voilà. Et ensuite, pour calculer l'un des termes de la suite, je dois utiliser le précédent. Donc je vais évidemment faire exactement comme tout à l'heure. C'est-à-dire que je vais ajouter un terme à ma liste. Quel terme je dois ajouter? Eh bien, je dois ajouter le précédent. Quel est le précédent? Eh bien, je prends ce que j'avais, l'élément que j'avais dans ma liste au rang précédent, donc au rang moins 1, moins log. Alors attention, avec Scilab, log, le logarithme népérien, c'est log LOG. Et voilà ce qui nous fait une façon de faire. On peut exécuter. Bien sûr, il ne se passe rien et c'est tout à fait normal puisqu'ici on a défini une fonction. Je vais appeler cette fonction-là, par exemple en donnant comme premier terme 2 et en donnant comme nombre de termes 10. Vous voyez que ici, ma réponse, c'est bien une liste
de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 termes. Et une suite qui, vu la tête ici, a l'air de converger relativement vite vers 1 à partir du moment où on a choisi 2 comme première valeur. Je sais que certains d'entre vous s'y sont pris autrement. On peut effectivement faire les choses de façon légèrement différente. On va fabriquer une nouvelle fonction, je vais l'appeler U2. On peut par exemple calculer les termes les uns à la suite des autres, ce qui évite d'avoir à fouiller dans la liste de valeurs. Ce n'est pas forcément très judicieux parce que quand on stocke les valeurs au fur et à mesure dans la liste, eh bien, elles sont déjà stockées, et c'est ce que j'ai voulu faire dans la première version de la correction, utiliser les valeurs qui étaient déjà stockées. Mais on peut aussi se dire qu'on n'est pas très à l'aise avec les listes, et donc la dernière valeur dont on a besoin pour calculer la suivante, on la stocke à part. Ce qui nous donnerait ce genre de code. Donc le terme de la suite, je vais l'appeler UN par exemple, qui au départ va valoir U1 là aussi. Je vais faire les choses en deux fois. Je vais dire que pour avoir le nouvel UN, donc j'utilise la formule, ça par contre j'ai pas trop le choix, qui m'est donné dans l'énoncé. Et ensuite, j'ajoute cette nouvelle valeur à ma liste. C'est une deuxième façon de faire, et normalement, ça doit me donner exactement la même chose. Donc je vais appeler la fonction U2 cette fois. Je mets les mêmes paramètres que ce que j'ai mis juste avant. Et fort heureusement, ce qui est renvoyé, c'est la même chose. En même temps, c'est logique, puisque ce sont les mêmes valeurs qui sont calculées. La première version me paraît être la meilleure. On va faire les mêmes calculs, mais on ne va pas stocker deux fois la même information. La deuxième version, elle est tout à fait valide, mais on stocke UN dans la variable UN, et on stocke également la même valeur dans la liste U une deuxième fois. Donc c'est un peu moins efficace en termes d'occupation en mémoire, mais en même temps ça joue que sur une variable, c'est pas non plus quelque chose d'énorme. Passons au troisième exercice qui porte le numéro 2.1. Donc dans cet exercice, vous avez deux questions mathématiques, la question 1A, la question 1B, c'est des maths. Démontrer que UN est strictement supérieur à 1 à partir d'un certain rang, ça on peut démontrer assez rapidement que UN est strictement supérieur à 1 à partir du rang 2 avec une récurrence vraiment élémentaire. Puis montrer que pour tout n supérieur à 2, UN est supérieur à 1 plus 1 sur n. Là aussi, on peut faire ça assez facilement avec soit une récurrence, soit en utilisant le fait que UN est strictement plus grand que 1 et que dès que n en fait est supérieur à 2, vous avez 1 sur n plus 1 qui est inférieur à 1 sur n. Voilà. Deuxième question, on déduire que la suite de termes générales UN est décroissante à partir d'un certain rang et convergente. Eh bien, la suite, elle va être décroissante. Et comme on a démontré que UN était toujours strictement plus grand que 1, elle sera minorée par 1. Décroissante minorée, eh bien, ça nous dit que la suite converge. Et on peut facilement, là aussi, démontrer que UN converge vers 1. L'intérêt de ces deux questions mathématiques, évidemment, c'est pas de faire du Scilab, mais cet intérêt réside dans la question 2. Dans la question 2, on nous demande de proposer un programme qui renvoie la première valeur de n pour laquelle UN-1 est inférieur ou égal à 10 puissance moins 5. On nous dit d'utiliser une boucle while, mais de toute façon, on n'a pas le choix pour répondre à cette question. Cela étant, comme on sait avec la question 1b que la suite converge vers 1, ce qui veut dire que si n est assez grand, eh bien on pourra s'approcher de 1 aussi proche que l'on veut, ce qui veut dire que la condition qui nous est demandée dans la question 2, UN-1 inférieur à 10-5, sera forcément réalisée à partir d'un certain rang. On nous dit d'utiliser une boucle while, et le problème de la boucle while, c'est qu'elle est gérée par une certaine condition, et si on veut que la boucle se termine à un moment donné, et donc pas que le programme tourne indéfiniment, si on veut donc que la boucle se termine à un moment donné, il faut qu'on soit certain que la condition qui est dans la boucle while finisse par être réalisée un jour. Et donc ça demande la plupart du temps une étude mathématique préalable, qui est l'objet des questions précédentes. Donc comme on sait que UN converge vers 1, eh bien, forcément, au bout d'un moment, valeur absolue de UN-1 sera plus petit que n'importe quelle valeur que l'on s'est fixée au départ.
ce qui veut dire qu'à un certain moment donné, la condition qu'on va mettre dans la boucle while sera réalisée, la boucle s'arrêtera, et donc le programme terminera, ce qui est extrêmement important. Donc je dois proposer un programme qui renvoie la première valeur pour laquelle U1 est inférieur à 10. Okay, donc je vais fabriquer là-dedans une suite, je n'ai pas besoin cette fois de faire de liste. Je donne ma première valeur de la suite qui est 10, ensuite je vais dire que tant que la valeur absolue, donc c'est ABS, de U-1 reste plus grand que 10 puissance moins 5, et bien tant que on a cette condition qui est réalisée, que se passe-t-il? Je dois calculer le terme suivant de ma suite. Alors quel est le terme suivant? U égale 1 plus U divisé par quelque chose. On doit diviser ici par n plus 1. Donc j'ai besoin de connaître la valeur de n. Donc je vais rajouter ici une ligne. Il se trouve que le 10 était ma valeur de U1. Ici je dirais que n égale n plus 1. Ici, si je veux calculer U qui sera le UN plus 1, je dois calculer donc 1 plus U qui représente ici UN, divisé par N plus 1. Et qu'est-ce que je veux avoir à la fin? Je veux connaître le rang. Eh bien, je n'ai qu'à afficher la valeur de N. On exécute ça. Alors bien sûr, il me demande de l'enregistrer avant de l'exécuter, voilà. L'exécution est assez rapide, et vous voyez que ça se passe, mais à partir du rang 100 002. Ce qui veut dire que la suite, certes, elle converge vers 1, mais il vous faut 100 000 itérations pour atteindre 1 à 10-5 près. La suite converge de façon plutôt lente. Les deux exercices suivants proposent de représenter graphiquement des suites, en fait des suites un peu particulières puisqu'il s'agit de séries, et qu'on nous parle de deux types de séries un peu particulières, que sont les séries de Riemann et les séries de Bertrand. L'exercice 3.1, on nous demande de proposer un programme en adaptant les précédents pour renvoyer la représentation graphique de la suite définie par UN égale somme de k égale 1 à n des ln de k à la puissance bêta divisé par k puissance alpha. Voilà donc en fait une suite des sommes partielles d'une série de Bertrand. Dans un premier temps, on choisira alpha égale 1, bêta égale 1, ok, pas de problème. On programmera la fonction on programmera une fonction prenant pour paramètre n alpha bêta et renvoyant la liste des valeurs de UN. Et ensuite, on créera un programme qui donnera la représentation graphique. Donc la première chose à faire pour cet exercice, c'est de proposer un programme qui va renvoyer une représentation graphique. Évidemment, pour faire une représentation graphique, j'ai besoin d'utiliser la fonction plot2d qui va prendre deux paramètres. Alors il y a des paramètres optionnels, mais en tout cas dans les paramètres obligatoires, j'ai la liste des abscisses, la liste des ordonnées. Donc il va me falloir deux listes. La liste des abscisses, elle est assez facile à voir puisqu'il nous suffira d'écrire toutes les valeurs de n, de 1 jusqu'à la valeur qui nous intéresse. Et ensuite, pour la liste des ordonnées, il va falloir qu'on crée une liste qui va contenir toutes les ordonnées. Donc cette liste, il va falloir qu'on la fabrique. Et là, c'est un petit peu plus de travail, mais c'est ce que l'on a déjà fait dans l'exercice 1. Là, on a créé une liste que l'on a remplie. Alors ça ressemblera plutôt à ce qu'on a fait ici, puisque ici, bien sûr, on va utiliser le côté récursif des sommes, qui va nous permettre d'aller un petit peu plus vite. Donc la première des choses à faire, déjà, c'est que je dois demander combien vaut n. Ensuite, je crée ma liste des abscisses que je vais mettre dans un vecteur ligne que je vais appeler x, et tout simplement, je vais créer le vecteur ligne qui contient toutes les abscisses qui vont de 1 à n, donc 1, 2, 3, jusqu'à n. Ça ne me pose pas de problème. Ensuite, je vais créer une liste vide qui va contenir mes ordonnées, donc il y en aura n. Évidemment, cette liste vide, je vais commencer par la remplir. Mais au départ, elle est vide. On pourrait faire comme ce que l'on a fait ici,
faire une boucle en fait qui contient les termes de la suite. Seulement ici on a un petit souci, c'est que la première valeur que je vais mettre dans la suite, alors remarquez qu'on pourrait la calculer à part, c'est peut-être ce que l'on va faire, mais ça déroge un petit peu à la règle, entre guillemets, que l'on a vue l'année dernière, enfin je dis une règle, en tout cas la méthode que l'on a travaillée l'année dernière, pour faire calculer des sommes, où on prenait une variable s qui valait 0 au départ, et ensuite s égale s plus le nouveau terme, et la somme se réalise comme ça, de cette façon-là. C'est ce qu'on va faire dans un premier temps, et ensuite on va améliorer, c'est peut-être ce qu'il y a de plus simple. Donc ensuite, je dois créer une boucle. La boucle, elle va aller pour k de 1 à n. Et qu'est-ce que l'on va faire? Je prends ma liste et je viens lui ajouter un nouveau terme, qui est donc ln de k. Alors, on a dit qu'alpha et bêta étaient égaux tous les deux à 1, donc ça ne me pose pas de problème, divisé par k. Et cette valeur de s, je viens l'ajouter finalement à ma liste. Donc j'ai u égale u virgule s. J'ai mes deux listes, la liste x qui est ma liste des abscisses, la liste u qui est ma liste des ordonnées. Normalement les deux listes sont remplies, je n'ai plus qu'à faire un plot 2D avec mes abscisses et mes ordonnées. Je vais exécuter ça. Il faut d'abord que j'enregistre, et ça c'est l'exercice 3.1. Voilà, je vais représenter 10 termes. Évidemment, la blague, toujours la même. Voilà, même moi, je me fais avoir. Relance. Et j'ai mon graphique qui s'affiche. Cependant, la fenêtre n'est pas capturée, donc... Voilà, je vais la mettre ici. Voilà, cette fois, vous la voyez. Donc voilà ce qui se passe quand j'ai donné 10 termes. On va relancer une deuxième fois. Voilà. Je vais mettre 1000 termes, et voilà ce que l'on obtient. Bon. On pourrait peut-être faire apparaître des points plutôt que, puisqu'en fait représenter une suite c'est représenter un nuage de points, plutôt que cette courbe, puisque par défaut Scilab relie les points. Donc si on veut avoir un affichage par un nuage de points, je crois qu'il faut lui rajouter ici le paramètre 0. Alors j'aurais peut-être dû faire un clear d'abord, parce que du coup on risque de pas bien voir les choses, c'est ça. Voilà, d'ailleurs j'aurais peut-être dû commencer ici le programme par clear tout simplement. Je le réexécute, je remets 1000 points. Non, c'est pas clear. Clear, ça efface les variables, ça n'efface pas le graphique. C'est CLF qui efface le graphique. Voilà, j'ajoute ça, je l'exécute. Voilà, donc là le graphique est bien effacé. Je remets 1000 points. Alors en même temps 1000 points. Alors là ici on voit bien les points séparés les uns des autres, mais à la fin ils sont tellement proches qu'on a l'impression que ça fait une courbe. Si je le relance mais que j'en mets beaucoup moins de points, je vais en mettre que 100, voilà, là on voit bien les points. Donc comme vous remarquez, hein, quand il y a beaucoup de points, qu'on mette point ou courbe, ça ne change pas énormément les choses. Comme je le disais tout à l'heure, on peut améliorer pardon, on peut améliorer tout ça. Alors quand je dis améliorer, c'est du raffinement informatique, hein, il n'y a pas forcément d'intérêt à faire ça, mais on peut ici le faire en n'utilisant pas la variable s. Donc ici je vais mettre tout ça, en grisé. C'est comme ça, à force de passer d'un langage à l'autre. Et donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais commenter toute cette partie-là. Peut-on commenter la sélection? Voilà, hop. Donc je fais une deuxième version du programme. Alors, c'est pas très malin ce que j'ai fait. Voilà, hop. Je copie d'abord. Ensuite, je commente.
je colle. Donc pour la deuxième version, ça ne change pas. Ce qui va changer, c'est ça. Donc dans ma liste U, je vais d'abord mettre mon premier terme. Quel est le premier terme? C'est log de 1 divisé par 1, ce qui me fait 0. Alors on a de la chance ici, hein, la première somme vaut 0, mais ce n'est pas le cas de toutes les sommes. Et ensuite ici, ce que je vais mettre, j'aurai juste ça, et à la place de S, je vais dire que je prends ma valeur précédente, qui sera donc U de K, mais je pars de 2 ici, donc U de K moins 1, plus le logarithme de K divisé par K. Donc cette deuxième version, moi je la trouve un petit peu plus recherchée, mais là aussi, si vous faites la première version, ça fonctionne très très bien. Donc je relance ça, évidemment, je retrouve exactement la même chose, puisque ce sont les mêmes valeurs qui sont programmées. Ensuite, je dois non plus programmer ce petit programme, un petit script. On me demande de programmer une fonction qui va prendre en paramètre n alpha bêta et qui va renvoyer une liste de valeurs. Donc tout ça, je le commente là aussi. Je le commenterai après parce que je vais sûrement faire des copier-coller. Donc je dois renvoyer une liste, donc cette liste je vais l'appeler U. Il s'agit d'une série de Bertrand, donc je ne vais pas être très original, la fonction je l'appelle Bertrand. J'ai besoin de n, de alpha et de bêta. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire avec tout ça? Alors, vous remarquez que bêta il met en bleu, c'est-à-dire que pour lui ça veut dire autre chose. Donc je vais les appeler A et B. Voilà. La signification. Alors c'est vrai que des fois on ne sait pas trop pourquoi la coloration se fait d'une couleur ou d'une autre, mais là toujours est-il que ce qui est écrit en bleu, c'est que pour lui c'est une fonction. Ce qui veut dire qu'il existe une fonction qui s'appelle bêta. Et alors vous ne voyez pas, mais du coup il nous renvoie la fonction bêta, donc l'indication de ce qu'est la fonction bêta. Je n'entre pas dans le détail. Mais sachez que si jamais donc il vous écrit quelque chose en bleu, c'est parce que c'est une fonction, même si vous ne la connaissez pas, même si vous ne l'utilisez pas, ça peut être embêtant de redéfinir quelque chose qui existe déjà dans Scilab. Et parfois c'est très très compliqué, on est obligé de redémarrer complètement Scilab parce qu'on a fait une redéfinition qui est embêtante. Bref, passons. Ici, donc, il nous met tout en marron, on va dire. Et donc, on a bien 3 variables, ça pose pas de problème, on peut faire ça avec. Donc je dois programmer quelque chose qui va me renvoyer ma liste. Donc je peux faire exactement comme j'ai fait au-dessus. Donc je ne vais pas m'embêter, je vais faire du copier-coller. Alors j'ai commencé par ne pas en faire, mais c'était peut-être pas une très bonne idée. Voilà, hop, hop. Je vous rappelle que l'indentation, elle n'est pas du tout obligatoire, mais qu'elle facilite quand même grandement la lecture. Et la différence, c'est qu'ici, vous devez avoir le logarithme qui doit être à la puissance bêta divisé par k à la puissance alpha. Donc là, la liste U se remplit au fur et à mesure et c'est réglé. Donc tout ça, finalement, à la fin, je vais le commenter là aussi. Voilà, on n'en a plus besoin. Enfin, en tout cas, on n'en a plus besoin pour la deuxième question. J'aurais pu l'effacer, mais dans la mesure où je vais vous mettre les fichiers de Scilab à disposition, il me paraît plus judicieux de les laisser commenter. Et donc, si vous voulez retirer les commentaires pour tester, il vous suffit d'aller... alors, je ne sais pas si vous voyez les menus dans ce que je fais. Format, non, vous ne voyez pas les menus. Format, vous avez commenté la sélection et décommenter la sélection. Si vous voulez retirer réactiver entre guillemets une partie du programme, format et décommenter la sélection. Là, je viens de cocher décommenter. Vous voyez que les doubles slash au début des lignes n'y sont plus. Et donc cette partie de programme est accessible. Et évidemment, je vais recommenter, puisque moi, ce que je veux, c'est tester la fonction qui est écrite en dessous. Et on me demande donc de mettre tout ça, d'utiliser cette fonction dans un programme qui donnera la représentation graphique de UN en fonction de n, alpha et bêta.
Donc, il y a plusieurs façons de faire. La façon la plus judicieuse serait sans doute de modifier la fonction Bertrand. Néanmoins, cette fonction telle qu'elle est écrite ici, elle répond au cahier des charges de l'énoncé. Donc le programme, en fait, pour me faciliter la vie, je vais fabriquer une deuxième fonction. C'est pas obligatoire, on peut faire sans, mais vous allez voir que ça va être plus pratique. Donc cette fonction ne va rien renvoyer, je vais l'appeler REP par exemple pour représentation graphique, je vais lui donner n, alpha et bêta, et la première chose que je vais faire, c'est que je vais créer ma liste des abscisses. Donc je crée une liste avec tous les entiers de 1 à n, ensuite je crée une liste U qui contient ce que me renvoie la fonction Bertrand que j'ai écrite juste avant. Elle me renvoie quoi? Donc exactement ce que je veux. Alors avec une virgule c'est mieux, quand je lui donne n, a et b. Et il me reste à faire mon plot 2D, avec x pour les abscisses, u pour les ordonnées, et je peux là aussi mettre 0 pour que ça me dessine un nuage de points. Je vais faire une représentation graphique, hop, je peux même commencer par effacer les choses. Et il ne me reste plus qu'à appeler cette fonction rep avec certains paramètres que je vais donner. Donc par exemple, on va prendre 100 valeurs. Si je prends 1 et 1 pour alpha et bêta, je dois obtenir exactement le même graphique qu'ici. Donc je lance ça, enregistrer, et là tout se fait tout seul. J'ai bien le même graphique, donc Scilab a appris la fonction Bertrand, il a appris la fonction rep, et ici ensuite il a lancé la fonction rep en donnant comme paramètres 101 et 1, et dans la fonction rep, vous avez la fonction Bertrand qui est appelée. Évidemment, l'intérêt de faire ça, c'est de prendre plus de valeurs et de prendre d'autres puissances. Par exemple, ici, je vais prendre, je sais pas moi, de prendre 2 et 3. Je relance, hop, et vous voyez que j'obtiens un graphique qui est différent. Donc voilà pour l'exercice 3.1. J'en profite pour vous faire remarquer une petite chose, c'est que la fonction qui est ici, la fonction que j'ai appelée rep, son objectif c'est simplement de tracer la représentation graphique d'une suite. On n'a pas besoin qu'elle nous renvoie quoi que ce soit. Donc ma fonction ne commence pas par la variable de sortie égale quelque chose, à la différence de la fonction Bertrand ici, qui elle doit me renvoyer une liste de valeurs, et donc cette fonction je l'ai fait commencer par variable de sortie égale. L'exercice 3.2, donc j'ai déjà repris ce qui était dans l'énoncé. Alors, je vais répondre à la première question. On se propose d'étudier, donc, suivant les valeurs de alpha, la série de termes générale, donc, en fait, la série UN égale la somme des 1 sur k puissance alpha. Et on nous demande à quelles conditions la série converge. C'est une série de Riemann qui va converger si alpha est strictement plus grand que 1. Ensuite, on nous demande d'écrire une fonction qui doit nous renvoyer la liste des n premiers termes de la série. Il y a plusieurs façons de s'y prendre. La façon, bête, je dois calculer la somme des termes d'une suite, je peux réutiliser ce qui a été fait ici, et ça ne me pose pas de problème. Néanmoins, on me dit d'utiliser la liste qui contient les valeurs de ces premiers termes. On me demande d'utiliser donc cette liste-là. Comment est-ce que l'on va pouvoir faire? Je dois calculer la somme des inverses des puissances alpha de chacun de ces termes. Donc ce que je vais calculer, c'est que je vais d'abord appliquer à ma liste V la transformation qui consiste à élever chacune de ces valeurs à la puissance alpha, puis d'en prendre l'inverse. Donc je vais dire que ma liste U, c'est 1 sur la liste V que j'élève à la puissance alpha. Alors ça, normalement, si je ne dis pas de bêtises, il n'aime pas bien. On va tester ça. Si je lui dis série Riemann avec alpha égale 2, par exemple, alors si je mets que 2, ça ne fonctionnera pas, je vais mettre 10 termes avec 2. Il me dit que ça ne lui plaît pas. À la ligne 3, donc il y a quelque chose qui ne va pas.
Qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien parce que je veux appliquer une fonction, non pas à une valeur, mais à une liste. Et pour ça, il faut penser à quelque chose d'un petit peu particulier. C'est ce que l'on a défini l'année dernière comme étant les opérations pointées. Donc ces opérations pointées, c'est dire que je vais appliquer à chacun des éléments de la liste, parce qu'il ne faut pas oublier que pour Scilab, en fait, une liste, c'est une matrice, et donc il connaît déjà des opérations sur les matrices, typiquement le produit de matrices, donc il connaît le produit matriciel, mais on peut également avoir envie de multiplier chacun des termes de la matrice par quelque chose. C'est un petit peu cet ordre d'idées-là qu'on va utiliser. C'est-à-dire qu'ici, moi, je veux qu'il prenne chacune des valeurs de cette liste, de cette matrice un peu particulière, et qu'il d'abord mette les choses à la puissance alpha, et ensuite qu'il utilise l'inverse. Et pour ça, il faut utiliser l'opération pointée. Donc là, si je lui dis V point chapeau alpha, eh bien, il va mettre chaque élément de la liste V à la puissance alpha. Évidemment, je dois faire l'inverse, donc là aussi, il me faut une opération pointée. On recommence. Voilà, donc là, il a su faire. Il a calculé chaque entier au carré, puis trouver l'inverse de chaque entier. Mais ça n'est pas suffisant, je ne veux pas qu'il me renvoie ici juste une liste. Dans l'énoncé, on nous dit qu'il doit renvoyer la liste des n premiers termes de la série. Et donc, c'est-à-dire que l'on veut qu'il calcule en fait les sommes en plus de faire ce travail. Donc là, il a tous les éléments qu'il faut, et à partir de ces éléments-là, il va falloir qu'il les ajoute. Donc bien sûr, le premier terme ici sera 1, et le deuxième terme, je voudrais ici avoir non pas 1, mais la somme des deux, donc 1,25. Et ici, je veux avoir 1,25 plus 0,1111, et ainsi de suite. Donc ce qui veut dire qu'il faudrait que j'ajoute encore quelque chose à ma deuxième ligne pour avoir ce que l'on veut. Donc il y a une fonction de Scilab, bien sûr, qui nous permet de faire cette somme qui va se cumuler. Finalement, c'est la fonction de somme cumulative, donc, qui s'écrit comme ça, cum et somme. Alors il faudra peut-être dire cum somme, je ne sais pas. Bref, peu importe, cette fonction, en fait, va cumuler petit à petit tous les éléments de cette liste. Voilà, donc évidemment, il me dit que j'ai redéfini la fonction, mais c'est normal, puisque je l'avais déjà exécutée avant. Et donc, je vais l'exécuter pour n égale 10, par exemple, et alpha égale 2. Et donc, il me renvoie exactement ce que je voulais. Donc, 1, 1,25, 1,36, et ainsi de suite. Les choses se sont cumulées petit à petit. Donc, il y a d'autres façons de faire. Évidemment, si on ne connaît pas cette fonction de somme cumulative, eh bien, on est obligé de faire les choses, entre guillemets, à la main, c'est-à-dire avec des boucles. Et ça fonctionne aussi, hein, mais c'est un petit peu plus long à écrire. Si on voulait l'écrire avec une boucle, on aurait des choses comme ça, hop, hop, je vais l'appeler série de Riemann 2, on n'aurait pas besoin de ça, et puis on ferait exactement comme ce que l'on a vu avant, c'est-à-dire que je créerais une liste vide, alors une liste dans laquelle en fait je pourrais mettre la première valeur de ma somme qui vaut forcément 1, oui. Et ensuite, alors non, je commence à k égale alpha. Donc ça me fera 1. Non, mais ça me fait 1 aussi, ça marche aussi. Et ensuite, donc j'aurai une boucle qui va donc de 2 à n. Et là, il faut que je calcule le nouveau terme et que je retienne la somme précédente. Donc j'aurai u égale u, virgule, u de k-1 plus
ce qu'il me faut, c'est-à-dire 1 divisé par k à la puissance alpha. C'est ça. Et donc ça me donnerait exactement le même résultat que cette chose-là. Bon, les deux versions se valent. Je vais enregistrer ça. Voilà, et on peut passer à la question d'après, où on nous demande de proposer un script qui donne la représentation graphique de la suite pour les valeurs de 1 à 1000, dans le cas où alpha égale 1, alpha égale 2, et ensuite alpha égale 1,5. Donc le script sera le suivant. Donc évidemment, je vais commencer par effacer le graphique. Alors, la question, on peut l'entendre de deux façons. Soit je mets les trois graphiques sur la même représentation, soit je mets les trois graphiques différents. On va faire les deux, et puis on verra bien ce qui se passe. Donc toujours est-il qu'il me faut mes abscisses. Ça, on a bien vu comment on les faisait. Et ensuite, pour mes ordonnées, donc une variable que je vais appeler U. Alors, ici, j'ai certes mis une variable U, mais je pourrais tout à fait mettre autre chose. Par exemple, je vais mettre Y, hein, comme ça on verra bien qu'on peut mettre autre chose. Série Riemann. 2. Évidemment, il me faut... alors, on me dit 1000. Donc ici, c'est pas N, bien sûr, c'est 1000. 1000. Alpha égale 1 pour commencer. Puis un plot de D, de X et de Y. Et on va mettre ici 0. Je lance ça. Voilà ce que l'on obtient. Bon. Évidemment, je peux recommencer ici avec 2. Voilà, j'ai un autre graphique. Et je peux recommencer avec le dernier, c'est 1,5. Je relance, hop, et j'ai quelque chose qui est un petit peu entre les deux. Bon. Néanmoins, on peut se dire que l'intérêt pourrait être de comparer tout ça, donc on pourrait lui faire représenter tout ce petit monde-là sur le même graphique. Donc ici, dans ce cas-là, je vais faire ça, je fais ma première représentation. Alors cela étant, pour ma première représentation, je pense qu'il y a une petite coupure, donc pour cette première représentation, ou même pour les autres, on a intérêt éventuellement à pouvoir distinguer les trois, donc à mettre des couleurs. Et donc pour mettre des couleurs, il suffit de modifier ce paramètre. Donc si on met 0 ou des nombres négatifs, on va avoir ici des points avec des symboles différents. Ici, on a bien compris, vu le nombre de valeurs que l'on demande, qu'on mette des points ou que les points soient reliés, ça ne change pas fondamentalement les choses. Donc ici, je vais mettre par exemple 2 pour celui-là. Ensuite, on va faire la même chose donc avec n égale 2. Hop. Je vais lui mettre la couleur numéro 3. Alors, je ne sais plus exactement quelles sont les couleurs, mais peu importe. Et le dernier, on a donc dit que c'était 1,5. Et lui, je vais lui mettre la couleur 4. Donc, voilà le script pour cet exercice 3.2. Je lance ça. Et donc, voilà mes trois couleurs. Alors, je crois que le 1, ça doit être le 2. Je ne sais plus, il faudrait que je regarde ça. Je l'ai noté quelque part. Donc, le 2, c'est le bleu, le 3, c'est le vert, et le 4, c'est le cyan. Donc, ça, c'est bleu. Ça, c'est vert. Et ça, c'est le cyan. Et donc, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Hein, le cyan nous donne un comportement qui ressemble plus au vert, mais qui est entre les deux. En même temps, c'est assez logique, hein, puisqu'on a dit que la série de Riemann convergeait si alpha était strictement plus grand que 1. Donc pour 1, en fait, on ne converge pas. On a bien quelque chose qui semble croître, alors évidemment, hein, doucement ici, hein, mais qui continue à croître quand même. Vous voyez que dans le cas 2 et dans le cas 1,5 pardon, et dans le cas 2, on observe toujours une légère croissance. Enfin, quoique ici, là, oui, on a un petit décrochement ici, un petit décrochement là, donc on voit une légère croissance. Pour 2, là, on a un décrochement ici, et après, il n'y en a plus. Hein, donc, même si jamais il y a une croissance, parce que forcément, ce sont des sommes, donc on vient toujours ajouter des valeurs. On a des suites de sommes partielles qui sont forcément croissantes, même strictement croissantes, mais avec des croissances qui sont quand même très, très, très lentes. Donc voilà pour cette partie 3, et je vous propose de faire le reste de ce TP dans une autre vidéo.